écho de la diaspora, écho de la diaspora. Chibata Wabune Wake Chibata Wabune Boko bauri mana boko zola Nkala bakanza kasecho Vinza bauri mana vinza kasa Wake Chibata Wabune Matabata masumba batama natakuwata Matamata makamakana matamata masumba Matani mo kwampe majimba kasempila Wake Chibata Wabune Matabata manataku watamata natamatata Wake Chibata Wabune Chers compatriotes, je vous remercie déjà d'être là, mais je me permettrai de mettre une effigie qui pourra peut-être déranger certains d'entre nous avant de commencer mon exposé. Bon alors, chers compatriotes, voilà ce que je vous dis personnellement. Je vais vous parler de l'impasse et de l'illusion que nous nourrissons sur la restauration de la démocratie. Alors que c'est un impératif en ce net moment. Alors, je dis ceci, à force de trop voir, on finit par tout admettre, et à force de tout admettre, on finit par tout approuver. Au Congo, la vérité n'est pas bonne à dire. Le Congo va mal, c'est un secret pour personne. Un adage africain dit, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Le but de cette conférence est de redonner aux Congolais l'espoir et la dignité qu'ils ont perdu.
depuis trop d'années. Les Congolais souffrent, ils souffrent dans leur vie, dans leur âme collective. La République est méprisée dans ses valeurs comme dans le fonctionnement de ses institutions. Le pacte social qui les unit est abîmé. Pour ces raisons, il convient au peuple de ne rien attendre de l'extérieur, mais de devoir prendre en main sa destinée. L'impasse et l'illusion sur la restauration de la démocratie. Il faudrait bien que nous soulignions le terme restauration de la démocratie. Si nous parlons de restauration, cela suppose qu'il n'y a pas actuellement au Congo des institutions démocratiques proprement dites. Au vu des exactions sommaires qui y sont perpétrées, aux privations de liberté, à la confiscation de la presse, de l'appareil judiciaire et aux musulmans de l'opposition. Dans ces conditions, le rétablissement des institutions démocratiques qui présidaient auparavant s'impose. Ceci nous amène à faire la généalogie de l'impasse dans laquelle nous estimons être unanimement de notre illusion à la restauration de cette démocratie perdue et de la manière d'y parvenir. L'avènement de la démocratie au Congo est une combinaison de plusieurs facteurs. Une situation géopolitique internationale marquée par la chute du mur de Berlin et le vent de la perestroïka qui a balayé les régimes dictatoriaux de l'espace européen. Une forte demande nationale de changement après 30 ans de règne monopartite, marquée par un climat ultra sécuritaire et une privation totale des libertés du peuple. Par une dégradation de la situation économique liée à la gabegie financière, au népotisme conduisant à la paupérisation et au clientélisme de la majeure partie de la population. Dans ce climat, les dissensions au sein du régime ont amené à une fissure dans le système solidement établi depuis 30 ans. Et grâce notamment à l'action d'une opposition intérieure et extérieure menée par de fortes personnalités bénéficiant d'une caution morale, intellectuelle et d'une riche expérience dans la gestion de notre pays, tous ces facteurs ont été très conséquents pour la tenue de la conférence nationale souveraine, et je souligne bien souveraine. Grande assise nationale ayant conduit à la naissance de notre démocratie, des institutions garantissant les droits et libertés de chaque citoyen et devant conduire notre pays dans la voie du développement socio-économique et culturel. La conférence nationale souveraine nous a permis de vivre sans aucun doute l'un des grands moments de la démocratie qui était la période transitoire, avec la tenue des seules et véritables élections démocratiques de l'histoire de notre pays qui conduit Pascal Lissouba à la magistrature suprême avec pour première mission la continuation de l'œuvre non achevée du gouvernement de transition d'André Milongo, à savoir la mise en place des institutions sur la base des conclusions de la conférence nationale souveraine, devant permettre un fonctionnement pérenne de la démocratie. Toute cette belle épopée s'est faite sans difficulté. Mais malheureusement, la transition a été entachée par une tentative de putsch menée par le général Mokoko. En ces temps, chef d'état-major de l'armée, voulant renverser le gouvernement de transition. Tentative mise en échec grâce à un sursaut national avec les premiers soulèvements populaires post-démocratiques. On oublie souvent cet événement qui fut la première pierre d'achoppement sur la longue marche du pays vers la démocratie et qui engendra les premières difficultés dont le pays ne sortira jamais. Les difficultés dans la mise en place des institutions sont liées à la question sécuritaire du pays, celle des majorités et les jeux d'alliance et au viol répété de la Constitution. À cet avènement, nous pouvons attribuer la défiance vis-à-vis de l'armée et la police qui a conduit à un réflexe de repli ethnique dans le traitement de la question sécuritaire du pays et la conservation du pouvoir. Parce que le simple respect des textes constitutionnels n'a pas primé plutôt dans leur prise de décision, pris dans le tourment,
la paranoïa, née de la crainte d'un coup d'État, emprisonnés dans une spirale égoïste et par l'obsession du contrôle sécuritaire, les hommes politiques vont se résoudre à passer par des voies détournées et anticonstitutionnelles pour créer des milices privées et des gardes prétoriennes. On notera création de la part du gouvernement de la réserve ministérielle, milice privée déguisée qui se substituera dans ses missions à la police nationale dans son rôle régalien de la protection sécuritaire du peuple, d'une garde présidentielle et ou prétorienne en lieu et place véritable institution militaire et policière dédiée à la protection des chefs d'État. Et du côté de l'opposition, de la création des milices ninja et Cobra à la suite de la fusillade du 30 novembre 1993. Non-intronisation des conseillers et maires issus des élections locales de 1992. Mise en place tardive du Conseil constitutionnel. Suspension de la tenue des différents états généraux et plusieurs institutions prévues, notamment celle de l'université. Toutes ces situations ont fait naître des frustrations et exacerbé le repli ethnique et la haine tribale sans que cela ne puisse interpeller nos politiques dominées par la passion dans la gestion du pays. Le viol de la Constitution et la question des majorités et le jeu des alliances va arriver. La passion et la mauvaise foi de nos politiques a conduit à un blocage des institutions de 1992 sur la question de la majorité du fait d'une mauvaise interprétation des textes. Le PCT, non satisfait de la rétribution des postes ministériels sur les bases de son accord de gouvernement avec l'UPADES, a rompu cet accord le 29 octobre 1992, entraînant l'absence de la majorité à l'Assemblée nationale et le blocage du mécanisme de désignation du Premier ministre qui devait être choisi au sein de la majorité parlementaire, au terme de l'article 75 de la Constitution du 15 mars 1992. L'impossibilité de choisir le Premier ministre donna l'idée à l'URD de se constituer en alliance avec le PCT pour former une majorité parlementaire afin de gouverner ensemble. Cette majorité fut disqualifiée par le président Lissouba, qui pour lui n'était pas digne, puisque non issu des urnes et qualifié de complot de couloir parlementaire. Le Premier ministre Bongo Noara était illégal dans ce sens, où le président de la République lui amputait ses prérogatives de chef du gouvernement à travers le décret modificatif numéro 92-897 du 7 septembre 1992, portant nomination du gouvernement. C'est un Premier ministre non chef de gouvernement qui fit sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 14 octobre 1992. L'absence de consultation du Conseil de ministres fit tomber dans l'illégalité dans le processus de nomination à de hautes fonctions de l'État, jusque-là effectué par des décrets présidentiels. Dans ce contexte, nous faisons face à un gouvernement anticonstitutionnel relativement à l'appartenance du Premier ministre issu d'un groupe ne réunissant pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est toute la justification de la motion de censure déposée par la nouvelle alliance de majorité parlementaire constituée par l'URD et le PCT pour gouverner ensemble. Le premier acte irresponsable à noter fut le refus de démissionner de Bongo Noara, nous voulons prendre acte de ce changement de majorité, créant ainsi la première crise politique sous l'ère Lissouba. De son côté, ne voulant pas d'une cohabitation, le président Lissouba fut emmené à dissoudre l'Assemblée nationale et appela le peuple à de nouvelles consultations électorales anticipées, l'ignorance par l'alliance URD-PCT et apparentée des compétences du chef de l'État de la dissolution de l'Assemblée nationale et la nomination du Premier ministre en se proclamant comme majorité légitime, désignant outre la Constitution son Premier ministre fut également une grosse entrave aux principes démocratiques. Craignant l'immixtion de l'armée dans le jeu politique,
Les deux parties décidèrent enfin de régler le problème par des voies raisonnées, mettant entre parenthèses la Constitution en formant le gouvernement de 60-40, dirigé par Dacosta, qui, dans un climat conflictuel, se déchargea de la charge d'organisation des élections législatives anticipées au profit d'une commission nationale indépendante. Notre chemin vers la démocratie ne finissait pas de zigzaguer, malgré la victoire du camp de Pascal Lissouba à l'issue de ces élections. Regarde d'où tu viens. Le but de cette conférence est de donner aux Congolais l'espoir et la dignité qu'ils ont perdus. Depuis trop d'années, les Congolais souffrent, ils souffrent dans leur vie, dans leur âme collective. La République est méprisée dans ses valeurs comme dans le fonctionnement de ses institutions. Le pacte social qui les unit est abîmé. Pour ces raisons, il convient au peuple de ne rien attendre de l'extérieur, mais de devoir prendre en main sa destinée. L'impasse et l'illusion sur la restauration de la démocratie. Il faudrait bien que nous soulignions le terme restauration de la démocratie. Si nous parlons de restauration, cela suppose qu'il n'y a pas actuellement au Congo des institutions démocratiques proprement dites. Au vu des exactions sommaires qui y sont perpétrées, aux privations de liberté, à la confiscation de la presse, de l'appareil judiciaire et aux musulmans de l'opposition. Dans ces conditions, un rétablissement des institutions démocratiques qui présidaient auparavant s'impose. Ceci nous amène à faire la généalogie de l'impasse dans laquelle nous estimons être unanimement de notre illusion à la restauration de cette démocratie perdue et de la manière d'y parvenir. L'avènement de la démocratie au Congo est une combinaison de plusieurs facteurs. Une situation géopolitique internationale marquée par la chute du mur de Berlin et le vent de la perestroïka qui a balayé les régimes dictatoriaux de l'espace européen. Une forte demande nationale de changement après 30 ans de règne monopartite, marquée par un climat ultra-sécuritaire et une privation totale des libertés du peuple. Par une dégradation de la situation économique liée à la gabegie financière, au népotisme conduisant à la paupérisation et au clientélisme de la majeure partie de la population. Dans ce climat, les dissensions au sein du régime ont amené à une fissure dans le système solidement établi depuis 30 ans et grâce notamment à l'action d'une opposition intérieure et extérieure menée par de fortes personnalités bénéficiant d'une caution morale, intellectuelle et d'une riche expérience dans la gestion de notre pays, tous ces facteurs ont été très conséquents pour la tenue de la conférence nationale souveraine, et je souligne bien souveraine. Grande assise nationale ayant conduit à la naissance de notre démocratie, des institutions garantissant les droits et libertés de chaque citoyen et devant conduire notre pays dans la voie du développement socio-économique et culturel. La conférence nationale souveraine nous a permis de vivre sans aucun doute l'un des grands moments de la démocratie qui était la période transitoire, avec la tenue des seules et véritables élections démocratiques de l'histoire de notre pays qui conduit Pascal Lissouba à la magistrature suprême avec pour première mission la continuation de l'œuvre non achevée du gouvernement de transition d'André Milongo, à savoir la mise en place des institutions sur la base des conclusions de la conférence nationale souveraine, devant permettre un fonctionnement pérenne de la démocratie. Toute cette belle épopée s'est faite sans difficulté, mais malheureusement, la transition a été entachée par une tentative de putsch menée par le général Mokoko. En ces temps, chef d'état-major de l'armée, voulant renverser le gouvernement de transition. Tentative mise en échec grâce à un sursaut national avec les premiers soulèvements populaires post-démocratiques. On oublie souvent cet événement qui fut la première pierre d'achoppement sur la longue marche du pays vers la démocratie et qui engendra les premières difficultés dont le pays ne sortira jamais.
Les difficultés dans la mise en place des institutions sont liées à la question sécuritaire du pays, celle des majorités et les jeux d'alliance, et au viol répété de la Constitution. À cet avènement, nous pouvons attribuer la défiance vis-à-vis de l'armée et la police qui a conduit à un réflexe de repli ethnique dans le traitement de la question sécuritaire du pays et la conservation du pouvoir. Parce que le simple respect du texte constitutionnel n'a pas primé plutôt dans leur prise de décision, pris dans le tourment, la paranoïa, née de la crainte d'un coup d'État, emprisonnés dans une spirale égoïste et par l'obsession du contrôle sécuritaire. Les hommes politiques vont se résoudre à passer par des voies détournées et anticonstitutionnelles pour créer des milices privées et des gardes prétoriennes. On notera création de la part du gouvernement de la réserve ministérielle, milice privée déguisée qui se substituera dans ses missions à la police nationale dans son rôle régalien de la protection sécuritaire du peuple, d'une garde présidentielle et ou prétorienne en lieu et place véritable institution militaire et policière dédiée à la protection des chefs d'État. Et du côté de l'opposition, de la création des milices ninja et Cobra à la suite de la fusillade du 30 novembre 1993. Non-intronisation des conseillers et maires issus des élections locales de 1992. Mise en place tardive du Conseil constitutionnel. Suspension de la tenue des différents états généraux et plusieurs institutions prévues, notamment celle de l'université. Toutes ces situations ont fait naître des frustrations et exacerbé le repli ethnique et la haine tribale sans que cela ne puisse interpeller nos politiques dominées par la passion dans la gestion du pays. Le viol de la Constitution et la question des majorités et le jeu des alliances. La passion et la mauvaise foi de nos politiques a conduit à un blocage des institutions de 1992 sur la question de la majorité du fait d'une mauvaise interprétation des textes. Le PCT, non satisfait de la rétribution des postes ministériels sur les bases de son accord de gouvernement avec l'UPADES, a rompu cet accord le 29 octobre 1992, entraînant l'absence de la majorité à l'Assemblée nationale et le blocage du mécanisme de désignation du Premier ministre qui devait être choisi au sein de la majorité parlementaire, au terme de l'article 75 de la Constitution du 15 mars 1992. L'impossibilité de choisir le Premier ministre donna l'idée à l'URD de se constituer en alliance avec le PCT pour former une majorité parlementaire afin de gouverner ensemble. Cette majorité fut disqualifiée par le président Lissouba, qui pour lui n'était pas digne, puisque non issu des urnes et qualifié de complot de couloir parlementaire. Le Premier ministre Bongo Noara était illégal dans ce sens, où le président de la République lui amputait ses prérogatives de chef du gouvernement à travers le décret modificatif numéro 92-897 du 7 septembre 1992, portant nomination du gouvernement. C'est un Premier ministre non chef de gouvernement qui fit sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale le 14 octobre 1992. L'absence de consultation du Conseil de ministres fit tomber dans l'illégalité dans le processus de nomination à de hautes fonctions de l'État, jusque-là effectué par des décrets présidentiels. Dans ce contexte, nous faisons face à un gouvernement anticonstitutionnel relativement à l'appartenance du Premier ministre issu d'un groupe ne réunissant pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est toute la justification de la motion de censure déposée par la nouvelle alliance de majorité parlementaire constituée par l'URD et le PCT pour gouverner ensemble. Le premier acte irresponsable à noter fut le refus de démissionner de Bongo Noara, ne voulant prendre acte de ce changement de majorité, créant ainsi la première crise politique sous l'ère Lissouba.
De son côté, ne voulant pas d'une cohabitation, le président Lissouba fut emmené à dissoudre l'Assemblée nationale et appela le peuple à de nouvelles consultations électorales anticipées. L'ignorance par l'alliance URD-PCT et apparentée des compétences du chef de l'État de la dissolution de l'Assemblée nationale et la nomination du Premier ministre en se proclamant comme majorité légitime, désignant outre la Constitution son Premier ministre fut également une grosse entrave aux principes démocratiques. Craignant l'immixtion de l'armée dans le jeu politique, les deux partis décidèrent enfin de régler le problème par des voies raisonnées, mettant entre parenthèses la Constitution en formant le gouvernement de 60-40, dirigé par Dacosta, qui, dans un climat conflictuel, se déchargea de la charge d'organisation des élections législatives anticipées au profit d'une commission nationale indépendante. Notre chemin vers la démocratie ne finissait pas de zigzaguer, malgré la victoire du comte de Pascal Lissouba à l'issue de ces élections. Le deuxième fait fut pour Sassou, à savoir son refus de remettre entre les mains de la justice nationale deux officiers de sa garde rapprochés soupçonnés de meurtre à Owando, ce qui conduisit à l'encerclement de sa résidence et à la guerre civile du 5 juin 1997. Devant le péril Cobra, un sursaut national gagna Pascal Lissouba et Kolela, qui fondaient leur rapprochement sur la base d'un cadre moral et religieux, condamnant les guerres et des risques encourus sur la remise en cause des acquis de la conférence nationale souveraine. Cela conduisit à la nomination de Bernard Kolela comme Premier ministre et à la création d'un espace républicain pour la défense de la démocratie et de l'unité nationale, l'ère du. Ce fut peine perdue à l'issue de la guerre de 1997 et sans surprise, le vainqueur s'assoit abrogé à la Constitution du 15 mars 1992, la remplaçant par un acte fondamental, sabotant de ce fait les acquis de la CNS. Il appela à l'organisation d'un forum à l'issue duquel une période transitoire de 3 ans vers des institutions définitives fut décidée et pendant laquelle fut votée une nouvelle constitution. En 2000, le président autoproclamé se donna une légitimité populaire par le biais d'une élection présidentielle où il fut le seul candidat. On y voit une volonté manifeste de sa part d'imposer son dictat à l'ensemble de la classe politique du fait de sa victoire ratata. Sassou nous a bâti un modèle de démocratie qui s'est révélé n'en être aucune, sinon un rétablissement de pouvoirs autocratiques qui ont été décriés lors de la conférence nationale, une gestion décomplexée de la bêtise humaine, où le vol et la corruption sont institutionnalisés, le népotisme et le culte de la personnalité, la confiscation des médias, de l'appareil judiciaire, de l'appareil productif et des finances du pays, le musulman de l'opposition, le culte de la pensée unique, la privation des libertés est monnaie courante et qui aujourd'hui nous a conduits dans l'impasse. Cette impasse suscitant un vrai questionnement sur nos institutions, plusieurs courants se dégagent dans l'espace politique congolais sur la détermination de celles pérennes devant constituer une base solide et définitive pour notre démocratie. Parmi ces courants, on distingue le clan Sassou défendant son bébé, donc l'impasse. Ceux qui prônent l'amélioration du système Sassou vers un système plus souple. Les défenseurs des acquis de la conférence nationale appelant à leur rétablissement. Ceux qui font une double remise en cause du système Sassou et des acquis de la conférence nationale prônant l'élaboration d'une nouvelle constitution. Enfin, les sécessionnistes qui, face à l'oyocratie, à la confiscation de tous les pouvoirs par les Congolais originaires du nord du pays, prônent la balkanisation de notre cher et beau pays, le Congo. Ces 4 derniers courants se trouvent dans l'opposition qui sont une réelle cohésion idéologique et efficace. Dans la nature des futures institutions nourrissent l'illusion de la restauration de la démocratie. La panoplie d'alliances de différents partis de l'opposition et la cacophonie de discours n'est que la poudre aux yeux du peuple congolais qui n'en finit pas d'en baver. C'est également dans ce contexte qu'on assiste impuissamment au débauchage de chacun d'entre eux sans se soucier de l'indignation
et de l'humiliation suscitée par cette transhumance politique déguisée, démontrant un manque d'idéal de leur part. Ces agissements contribuent à la légitimation du fossoyeur des acquis de la conférence nationale qu'est Sassou Nguesso, mais surtout renforcent la défiance du peuple vis-à-vis des politiques. L'opposition est pauvre en action pour le relèvement du pays, dispersé en plusieurs sigles. Ils ont malgré tout donné un nom collectif à leur rassemblement. Le Front des partis de l'opposition congolais. Le tout sauver sa mère ou sa patrie devant un incendie. Il faut d'abord sauver sa patrie, car si la mère venait à mourir, il faut la terre pour l'inhumer. Et si elle arrivait à survivre, il faudrait la terre pour la nourrir. Partant de l'idée unanime de la révocation du système Sassou, je propose à la diaspora, celle de Paris notamment, en tant que plaque tournante dans sa diversité politique et sa pluralité idéologique, de se rassembler pour l'organisation d'un débat démocratique de fond sur la nécessité du retour aux acquis de la conférence nationale souveraine, contrairement aux formules imposées de Sassou à bout de souffle aujourd'hui. Les acquis de la conférence nationale sont le fruit d'un véritable consensus national, seul à nous sortir de l'impasse et à garantir la pérennité des institutions devant présider notre démocratie. À l'issue de ce débat, sera définie une ligne idéologique à défendre pour tous et qui mettra fin à la démagogie ambiante et récurrente sur le plan institutionnel. La désignation d'un directoire pour un collectif de l'opposition démocratique, pourvu d'un programme de lutte contre le régime dictatorial de Sassou. Dans cette cohésion, nous serons mieux armés pour un long combat sur le chemin de la démocratie. Crédible sur le plan international, ce directoire aura pour mission de fédérer autour de lui toute la diaspora congolaise disséminée dans le monde, de plaider auprès des institutions internationales pour le rétablissement des véritables institutions démocratiques garantissant les droits et libertés du peuple congolais, à savoir celles nées du consensus national à travers la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas parce que c'est difficile, c'est tout simplement parce qu'on n'ose pas que tout devient difficile. Et c'est par là que je terminerai. On va s'il vous plaît rapidement passer aux questions.